Okay, please start. Okay. I'll follow you. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers participants et bienvenue à ce webinaire, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, je voudrais rappeler les préalables que tous ceux qui ne parlent pas ferment leur micro et leur vidéo en même temps. Et je vous prie d'utiliser le chatbot je vous prie d'utiliser le chatbot pour vos questions. Et ces questions seront centralisées et synthétisées par notre collègue de Dakar, Catherine, qui va nous faire le plaisir de les acheminer vers les destinataires des questions. Donc, merci beaucoup pour votre attention et pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Comme le disait Confucius, quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Il mangera ainsi toute sa vie. Ainsi en est-il pour apprendre. Mieux vaut apprendre à apprendre pour devenir autonome et capable de s'adapter aux changements de son environnement. La préoccupation est d'autant plus réelle aujourd'hui que la pandémie du Covid-19 ou de la Covid-19, qui a plongé le monde entier dans une situation de crise et de détresse sans précédent, a fini de bouleverser nos habitudes à tous les niveaux, y compris celui qui nous réunit aujourd'hui. Si au plan sanitaire, les enfants sont la couche la moins affectée, il n'en est pas de même au niveau socio-économique et éducatif. En cette situation de pandémie, les enseignants ont, aujourd'hui plus que jamais, un rôle déterminant à jouer pour armer psychologiquement les enfants à résister à ces fléaux qui sont aux antipodes de l'éthique. Plutôt que d'être de simples transmetteurs de connaissances et de compétences, ils doivent être des facilitateurs d'apprentissage, dont le but est de développer des attitudes et des valeurs permettant aux apprenants d'apprendre à vivre en paix et en harmonie avec les autres et à faire face aux situations de stress émotionnel. Pour atteindre cet objectif, la pédagogie transformationnelle est la voie royale, car elle est un processus qui, bien conduit, aboutit à un changement de comportement. Elle est une pédagogie qui permet à l'apprenant de prendre conscience des problèmes qui se posent à lui et à sa communauté et de contribuer à leur solution grâce aux relations empreintes d'empathie qu'il établit avec son entourage. Ce webinaire, dont le thème est le rôle des enseignants pendant la crise liée au Covid-19 et comment la pédagogie transformationnelle peut soutenir les besoins d'apprentissage pendant et après la pandémie, entre dans le cadre d'un programme que l'UNESCO-IDBA déroule en direction des éducateurs et des formateurs pour les amener à soutenir les apprenants pendant et après la pandémie du Covid-19. Pour en parler, nous avons invité des spécialistes de la pédagogie transformationnelle dont l'expertise n'est plus à démontrer. Il s'agit de Madame Nora Taïri, inspectrice principale de l'enseignement au ministère de l'Éducation de l'Algérie, Professeur Boubacar Niane, professeur de sociologie et formateur à la faculté des sciences et technologies de la formation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'Université de Dakar. Madame Eleonora Moura, experte à l'ONG internationale qui s'engage à bâtir un monde meilleur pour les enfants. Mais avant de leur donner la parole, nous allons écouter Dr Yumiko Yokozeki, directrice de ICBA, pour son discours de bienvenue. Donc, Dr Yumiko, you have the floor. Et merci beaucoup à M. Saliou Sall. J'ai quelques mots de dire bonjour et bienvenue à cette webinaire. Chers participants, chers partenaires et chers invités, aujourd'hui, notre webinaire porte sur l'ordre de la pédagogie transformationnelle dans le contexte du Covid-19. Excusez-moi, tous les participants, fermez votre micro, s'il vous plaît.
Bon, l'utilisation de la pédagogie transformationnelle pour la construction de la paix et de la résilience et la prévention d'extrêmes violences dans les pays africains est un programme de l'UNESCO ICBA a commencé depuis 2017 avec plus de 17 pays en Afrique, avec les fonds du gouvernement du Japon. Le guide de formation est déjà disponible en anglais et français. La version arabe est en cours de finalisation. À tous les niveaux, de nombreux enseignants et formateurs enseignants sont formés. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme de formation en ligne, mois de juin, par le programme test au niveau de 6 pays d'Afrique du Nord. Ça c'est Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Bon, ce webinaire pour le principal objectif de l'utilisation de la pédagogie transformationnelle pendant et après la période de COVID-19, comme M. Saliou il a déjà expliqué, cela passera nécessairement par une analyse de la situation actuelle et une évaluation de l'expérience de éducateurs sur la question ainsi que la formulation de recommandations sur un soutien continu aux enseignants sur la pédagogie transformationnelle. Je tiens à remercier tous les partenaires, y compris les acteurs de l'enseignement supérieur en Afrique, ainsi que les bureaux régionaux et le bureau pays de l'UNESCO en Afrique pour leur engagement. Je remercie également nos partenaires de Alligator International et l'équipe de notre ICBA qui ont organisé ce webinaire. Je souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Yumiko, directrice de ICBA, pour ces mots de bienvenue. À présent, je vais passer la parole à M. Dimitri Sanga. M. Dimitri Sanga est le directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, basé à Dakar. Donc, M. Sanga va nous faire l'honneur de prononcer le discours inaugural de ce webinaire. Donc, M. Sanga, si vous êtes bien en place, je vous donne la parole. Merci bien, je suis en place. Je voudrais commencer par saluer les uns et les autres pour votre participation à ce webinaire très important dans ce moment où nous faisons tous encore face à cette crise qui nous a imposé par la pandémie de la COVID-19. Chers participants, chers collègues de l'UNESCO et de la grande famille des Nations Unies, c'est un plaisir pour moi d'introduire ce deuxième webinaire lancé par ICBA sur la pédagogie transformationnelle dans le contexte de la crise liée à la COVID-19. Comme vous le savez sûrement, la pandémie dont nous parlons a affecté sérieusement les systèmes éducatifs à travers le monde, sans oublier l'Afrique. En Afrique de l'Ouest et du Centre, comme partout ailleurs au monde, les écoles, les institutions d'enseignement ont été fermées. Ainsi, du pré-primaire au secondaire, plus de 120 millions d'enfants et plus de 4,4 millions d'enseignants sont présentement affectés. En réponse, comme vous le savez, les gouvernements ont pris des mesures pour assurer la continuité pédagogique. Mais au-delà des conséquences sur le domaine cognitif, cette période de confinement impacte le développement socio-émotionnel et comportemental des apprenants. En effet, cette interruption de l'éducation a comme corollaire un risque plus grand d'abus, de violence et d'exploitation des enfants, entre autres. Les filles sont davantage touchées.
Elles sont touchées par l'augmentation des charges domestiques et la recrudescence des mariages précoces et forcés. Ces conséquences immédiates sont autant de contraintes dans l'atteinte de l'objectif de développement durable 4, puisqu'elles compromettent la qualité des apprentissages et constituent des facteurs de décrochage scolaire. De même, cette crise en cours amplifie les inégalités spatiales et creuse les écarts en matière d'apprentissage. Les difficultés d'accès à l'électricité et à la connexion Internet, le manque d'outils tels que les ordinateurs, le téléphone, la radio, la télévision, pour le cas de certains ménages, peuvent être source de tensions au sein des familles. Le bien-être socio-émotionnel peut également être affecté par la crainte de contracter la maladie ou qu'un proche soit contaminé, par l'incertitude générale sur la durée de la crise ou la difficulté d'accès aux revenus par les familles. L'ampleur de cette crise a surpris tous les acteurs de l'éducation. Néanmoins, comme toute rupture, elle nous apporte aussi son lot d'enseignements. Tout d'abord, la pandémie a fortement mis en exergue notre appartenance à une humanité commune. Le virus transcende les frontières, ignore les assignations liées au sexe, à l'origine, à l'appartenance ethnique ou à la religion. L'interdépendance et l'interconnexion entre les peuples et la continuité terrestre, en dépit des marquages artificiels, surtout ici en Afrique, sont mises en évidence. L'appel à la solidarité et au sens de la responsabilité individuelle et collective est renouvelé pour stopper la propagation de cette maladie. L'éducation reprend alors toute son importance en tant que modalité transversale pour former des citoyens du monde responsables et actifs. Ensuite, alors que le virus n'épargne aucune couche sociale, la maladie exacerbe les inégalités de genre ou d'accès à l'éducation et à la formation. Les enfants des familles défavorisées ont généralement plus de difficultés d'accéder à l'apprentissage à distance. L'inclusion, en ce sens, doit être au cœur de l'enseignement pour nous assurer de ne laisser personne pour compte. Troisièmement, l'éducation à distance requiert une autonomie des apprenants et leur accompagnement par l'enseignant qui a un grand rôle pour maintenir leur niveau de motivation. Les méthodes d'enseignement doivent donc être adaptées pour placer l'apprenant au centre de son apprentissage. Enfin, malgré la crise, les extrémistes violents poursuivent leurs actions et profitent de la présence en ligne de nombreux jeunes pour recruter davantage. Les élèves et les étudiants sont aussi fortement exposés à divers messages qui incitent à la violence ou à la haine. Les capacités des jeunes à discerner et à décoder les informations qui circulent sur les médias sociaux méritent donc d'être renforcées. Ces enseignements nous ramènent au sujet du présent webinaire. La pédagogie transformationnelle, un moyen de renforcer la résilience des apprenants et les outiller pour répondre positivement aux défis auxquels ils font face aujourd'hui. En adoptant cette pédagogie, les enseignants passent du rôle de transmetteur de connaissances à celui de facilitateur qui guide les apprenants. Ils instaurent des moments de dialogue inclusif avec les élèves pour remettre en question les certitudes, questionner les attitudes et les comportements, tout en veillant au respect de la diversité. Ils invitent à réfléchir avec espoir et positivité
aux défis éthiques auxquels font face la société. L'accent est alors mis sur la transformation individuelle. Elle favorise l'empathie entre les apprenants, leur créativité ainsi que le sens de responsabilité envers les autres et envers la planète. Cette crise, chers collègues, sans précédent, est une réelle occasion pour nous de réfléchir et d'agir pour que nos enfants et nos jeunes puissent bénéficier d'une éducation qui réponde à leurs besoins. Une éducation qui développe leur résilience et leur permet de devenir des acteurs du changement en faveur de la paix et de la durabilité au sein de leur. La pédagogie transformationnelle dont nous allons parler est l'un des pour y arriver. Je nous invite donc tous à écouter avec attention les présentations des experts de haute facture que nous avons, qui, je l'espère, nous seront très utiles dans nos professions et nos rôles respectifs. Je tiens donc à vous remercier pour votre participation et nous souhaiter des échanges fructueux. Je vous remercie. Merci beaucoup, directeur, pour ce discours empreint de conseils et de beaucoup de sagesse. Un discours à travers lequel vous avez vraiment campé le décor de ce webinaire, mais un discours dans lequel vous nous avez montré que la pandémie, bien qu'étant un malheur, n'a pas que un mauvais côté. Il a aussi de bons côtés parce que elle contribue, cette pandémie, à réveiller certaines valeurs que l'on avait tendance à oublier ou à négliger. Merci aussi pour les recommandations relatives à l'éducation à distance, mais aussi pour le rappel des vertus que nous offre la pédagogie transformationnelle. Donc, merci encore. À présent, je m'en vais donner la parole aux différents présentateurs. Je commencerai par Madame Nora Tahiri, qui est inspectrice de l'enseignement en Algérie, qui va nous faire part de l'expérience algérienne en la matière. Donc, Madame Nora, si vous êtes prête, je vous donne la parole. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Nora Tahiri, inspectrice centrale de la pédagogie au ministère de l'Éducation en Algérie. Mon intervention aujourd'hui va se focaliser sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'éducation dans le contexte africain. L'impact de la fermeture des écoles pour imposer la distanciation sociale, mesure prise par pratiquement tous les pays du monde, devrait, selon la Banque mondiale, être dramatique dans les pays affichant déjà des faibles résultats d'apprentissage, d'importants taux de décrochage et de déperdition scolaire et une résilience limitée au choc. Or, beaucoup de pays du tiers-monde, et notamment d'Afrique, répondent bien à ce profil. Dans cette présentation, je vais m'intéresser à l'impact de cette mesure sur les enseignants et sur les apprenants. Alors, prochaine slide, s'il vous plaît. Pendant la propagation de la pandémie, et le confinement, les enseignants sont confrontés à des défis majeurs, comme par exemple assurer la continuité des apprentissages en dehors des établissements scolaires par l'enseignement à distance. L'école à la maison, l'école ouverte, apprendre à la maison et bien d'autres formules ont vu le jour à travers plusieurs pays dans le monde. Mais l'enseignement à distance nécessite la mise en œuvre des pratiques éducatives innovantes auxquelles les enseignants ne sont pas préparés. L'apprentissage à distance requiert des compétences digitales. Et paradoxalement, les enseignants les plus expérimentés, les plus anciens, sont de loin les moins bien préparés dans ce domaine. Ces nouvelles pratiques sont aussi caractérisées par une rupture
dans les étapes du processus d'apprentissage habituel qui engendre par la suite la démotivation des apprenants. En classe, l'apprentissage est accompagné, guidé et évalué. Le feedback de l'enseignant est très important. Il est, d'après John Hattie, l'un des plus puissants modérateurs de l'apprentissage et dans l'apprentissage à distance, il n'est pas pris en charge. Et ce qui va bien sûr engendrer la démotivation des apprenants. Un autre défi à relever, non des moindres, est l'inaccessibilité des apprenants dans les ménages privés de moyens de connexion. Généralement, les plus pauvres, et c'est les plus vulnérables aussi. En outre, et pendant cette pandémie, il y a un besoin accru des enseignants à collaborer et communiquer avec non seulement leurs pairs, leurs collègues, pour mettre en place des plans d'action, mais aussi avec les parents qui sont devenus des substituts d'enseignants dans l'école à la maison et qui ont besoin de soutien des enseignants pour encadrer, accompagner leurs enfants. Prochain slide, s'il vous plaît. Ceci dit, après la pandémie Covid-19, les enseignants seront encore confrontés à d'autres défis et sur plusieurs plans. Sur le plan sécuritaire, par exemple, les défis à relever sont d'abord s'assurer du respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières. Assurer cette distanciation sociale dans des classes surchargées, qui est souvent le cas en Afrique où, je viens de l'apprendre, dans quelques pays, le nombre d'élèves dans les classes peut atteindre 60 à 80 élèves. Donc, la distanciation sociale sera un réel défi. S'assurer que l'environnement classe est sain et sûr pour les apprenants et pour les enseignants aussi. Et s'assurer enfin du respect des nouvelles règles sanitaires, comme par exemple vérifier que les élèves se lavent fréquemment les mains. D'autre part, prochain slide s'il vous plaît. D'autre part, et sur le plan socio-émotionnel, les enseignants ont des défis réels à relever. Ils devront repenser d'autres façons pour les élèves de communiquer et de collaborer et de jouer ensemble. Ils devront aussi développer l'empathie et encourager la solidarité à travers des activités ludiques, inspirées du vécu des apprenants qui ont fait face au Covid-19, de crainte qu'ils soient marginalisés par leurs pairs, parce qu'on a vu des réactions de par le monde, des réactions racistes envers les populations qui ont été atteintes de Covid-19. Donc, il faudra travailler, c'est un point très important, de développer l'empathie et d'encourager la solidarité entre les apprenants. Il faut aussi être à l'écoute des apprenants et proposer une prise en charge psychologique quand elle est indiquée. Donc, il va falloir créer des cellules d'écoute pour accompagner, écouter les apprenants. Il faut absolument développer l'autonomie des apprenants en les responsabilisant. Il faut aussi développer l'autonomie des apprenants en les responsabilisant à prendre des décisions concernant leur apprentissage. Il faut qu'ils apprennent à apprendre seuls. C'est la leçon qu'on doit tirer de cette crise sanitaire. Et enfin, il faut aussi renforcer la résilience en encourageant les apprenants à rebondir, à se relever après un choc ou un échec.
Et finalement, et sur le plan éducatif, qui est aussi très important, il faut, et après une rupture de scolarité en présentiel qui aura duré au minimum 6 mois, l'enseignant doit faire le constat de l'impact engendré et mettre en place un plan d'action qui va nécessiter de mesurer l'impact de Covid-19 sur les acquis scolaires. Il faudra évaluer le retard enregistré. Il faut que je demande l'autorisation. Et recenser les prérequis. Voilà. Planifier une régulation pédagogique des fondamentaux des apprentissages. Apprendre à enseigner autrement en considérant la nouvelle réalité de la classe hétérogène, plus que jamais hétérogène. Il faut prendre ça en considération. Il faut aussi adopter la pédagogie différenciée pour assurer une éducation inclusive et l'équité pour tous, parce que plus que jamais, on aura des élèves qui vont sortir de la crise, on aura des niveaux hétérogènes et il faudra assurer l'éducation pour tous et une éducation de qualité. Le deuxième volet de ma présentation va s'intéresser à l'impact sur les apprenants. Aussi surprenant que ça puisse paraître, cet impact peut s'avérer des fois positif. Mais quand? Alors, l'impact sur les apprenants peut, comme je l'ai dit, être positif, des fois positif, dans les ménages à haut revenu. Les apprenants deviennent plus autonomes et responsables, et leur bagage enrichi par des compétences d'apprentissage à distance ou une maîtrise accrue des outils numériques, par exemple. Mais, par contre, l'impact est souvent négatif chez les élèves issus de ménages à faibles ressources économiques, où l'accès aux ressources digitales, apprentissage à distance est limité, voire inexistant par faute de connexion. L'effet sur cette catégorie d'apprenants est le manque d'intérêt à l'acquisition d'un savoir inaccessible, qui engendre la démotivation et ainsi, par la suite, le décrochage scolaire. Beaucoup de ces élèves souffriront de malnutrition, de la famine, vu que dans plusieurs pays, la cantine scolaire leur procure le seul repas consistant de la journée. Le confinement dans des demeures exiguës et salubres engendre la montée de la violence domestique et de la délinquance juvénile. Et enfin, ces élèves peuvent devenir des cibles potentielles et des proies faciles pour les réseaux de criminalité qui sévissent dans les régions où ces apprenants vivent. En conclusion, prochain slide, les inégalités entre les apprenants vont se creuser, ce qui va exacerber la vulnérabilité des plus démunis et rendra les rapports difficiles et le vivre ensemble un réel défi. Je vais terminer ma présentation par des recommandations à considérer par les systèmes éducatifs des pays africains pour mieux se préparer à mieux gérer, à se relever de la situation de crise. Première recommandation, c'est qu'il faut tirer des enseignements des défis confrontés, identifier des options appropriées et disponibles, et anticiper des protocoles dans chaque contexte. On aurait, par exemple, été mieux préparé à Covid-19 si on avait tiré des leçons d'Ebola ou de SARS. Identifier des solutions, il est impératif d'identifier des solutions relativement faciles à mettre en œuvre, susceptibles d'apporter des résultats visibles et acceptés par les enseignants, les parents et les élèves.
Je recommande aussi d'introduire de nouvelles méthodes d'apprentissage accessibles à tous, afin de se préparer à une nouvelle situation d'urgence et rendre le système éducatif plus résilient. Très important aussi, il faudra qu'on prépare nos enseignants à gérer ces situations, à enseigner dans ces situations d'urgence. Donc, il faudra introduire, à mon avis, un module de formation sur l'enseignement dans des situations d'urgence dans le programme de formation initiale des enseignants dans nos pays. Et enfin, il faudra certainement, et dans l'urgence, numériser le secteur éducatif pour faciliter l'accessibilité de tous les acteurs de la pédagogie dans les pays africains. Et j'aurais fini, par ces recommandations, j'aurais fini ma présentation et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Nora Taïri, pour cette présentation pleine d'informations et d'enseignements. Une présentation dans laquelle vous avez fait part des défis auxquels le monde scolaire, de manière particulière, reste confronté, aussi bien durant la période de Covid-19 après la période de Covid-19. Et les défis sont de deux ordres. Il y a le volet éducatif et le volet socio-émotionnel. Mais vous nous avez fait part aussi de l'impact sur les apprenants. Et là, vous corroborez, n'est-ce pas, les propos du directeur Sanya, comme quoi la COVID-19 n'a pas qu'un impact négatif, mais il peut avoir aussi un impact positif. Et vous avez partagé avec nous aussi les recommandations qui sont fort utiles. Donc, merci pour la présentation. On s'excuse aussi de la qualité sonore de la présentation, n'est-ce pas, Bernard? À présent, je m'avais donné la parole au professeur Boubacar Niane, qui, je le rappelle, est professeur de sociologie et formateur à la FASTEF de l'Université de Dakar, donc école de formation des technologies de la formation au niveau de Dakar. Donc, professeur, vous avez la parole. Merci bien. Professeur Niane, voilà, merci. Oui. Merci Allez-y. bien. Merci à ICBA et à l'UNESCO de m'avoir invité à ce webinaire. Et bonjour aux participantes et aux participants. À la suite de la collègue Nora qui a indiqué des défis et quelques pistes d'action ou de réflexion et qui nous a invités donc un peu à l'action, je voudrais lui emboîter le pas et essayer de répondre à ces interrogations ou à ces suggestions en mettant l'accent sur comment, de manière opérationnelle, la pédagogie transformationnelle peut être pour nous une opportunité par ce temps de crise, de pandémie, mais aussi doublée de la prégnance de l'extrémisme violent dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Elle a parlé de slide 1, diapo 1, s'il vous plaît. Madame Nora a parlé de plusieurs défis. Je voudrais insister sur un autre défi, ce que j'appelle de manière provocatrice une double peine, comme les juristes parlent. Double peine pour certains apprenants que l'école risque de perdre définitivement. Pourquoi je dis double peine? Parce que avec la pandémie, on l'a dit, je n'y reviens pas, pratiquement tous les établissements scolaires sont fermés. Donc, il y a des enfants qui vont accumuler du retard ou accroître leur handicap socio-pédagogique. Mais avant la pandémie de Covid-19, il y a d'autres élèves, et ils sont des milliers ou même des millions en Afrique, qui ont été victimes de l'extrémisme violent dont les établissements ont été fermés et donc qui n'avaient pas accès à une éducation continue de qualité.
C'est ça que j'appelle la double peine. Donc, il faut qu'on soit attentif à ça, que la pandémie Covid nous a apporté un défi, ou nous pose un défi, mais il y avait un autre défi, on ne doit jamais l'oublier, sinon on risque de pénaliser doublement des apprenants. L'autre idée, c'est qu'avec cette pandémie, tout le monde le dit, il y aura de nouveaux repères, certainement, qui vont émerger, d'autres paradigmes. Et donc, il faudra que nos apprenants et les enseignants s'adaptent à ces nouveaux repères. Mais mieux, ils devront, en tant qu'enseignants et apprenants, contribuer à l'élaboration ou en tout cas à la lecture de ces nouveaux repères ou paradigmes. Il ne faut pas simplement s'adapter, mais il faudrait peut-être apprendre à mettre en place ces nouveaux paradigmes, ces nouveaux repères. Diapo 2. Cela veut dire quoi? Que nous avons et nous aurons des problèmes qui étaient là, mais d'autres problèmes qui vont émerger. Et donc, des attentes et des besoins vont être induits ou accentués avec la pandémie et aussi avec l'extrémisme violent qui sévit toujours. Je ne reviens pas, la collègue Nora a dans son exposé donné beaucoup d'attentes et de besoins. Bon, je ne vais pas en rajouter pour gagner du temps. Là, on a la gestion de l'angoisse, le réarmement moral, le maintien physique, tout ça sont des problèmes. Diapo 3. Donc, il y a des défis. J'en ai parlé, Madame Nora en a parlé. Il faut les relever. Et pour les relever, au niveau de la gouvernance de nos pays, gouvernance socio-politique et économique, plusieurs types de ripostes sont attendus ou suggérés. Je m'en vais en prendre juste 3. On parle de résilience sanitaire, c'est-à-dire faire en sorte que la communauté et le système sanitaire puissent supporter et limiter l'expansion de la maladie et en guérir le maximum et donc mitiger fortement les pertes en vie. Ça, c'est la première résilience à laquelle on aspire, où on nous demande d'aller. La deuxième, c'est la résilience économique, où il faut maintenir à flot le système de production des biens et des services pour que l'économie, que les gens puissent manger à leur faim et vivre décemment. Sinon, comme dirait l'autre, il peut y avoir collapsus. La troisième résilience ou exigence ou riposte proposée, c'est la continuité pédagogique, où on dit qu'il faut éviter le relâchement, qu'il n'y ait pas rupture. On doit maintenir le minimum d'offres éducatives entre l'élève, les apprenants et l'école. Cette notion ne me satisfait pas tellement parce que on nous dit simplement continuité pour qu'il n'y ait pas rupture, relâchement. Je pense qu'il nous faudrait plus qu'une continuité pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut que le secteur de l'éducation, que l'école, à cette période de pandémie, mais aussi d'extrémisme violent, puisse aller vers la permanence et la durabilité de certaines dispositions d'enseignement-apprentissage. Que ce ne soit pas simplement de la continuité, mais former, intérioriser chez les apprenants certaines dispositions et certaines postures. Mais avec le Covid-19 et l'extrémisme violent, il y a aussi nécessité, c'est un défi, d'une résilience socio-émotionnelle. Donc, il y avait les 3 résiliences, sanitaire, économique, pédagogique. J'en rajoute une, la résilience socio-émotionnelle. Diapo. Comment maintenant ces exigences, c'est plus que continuité pédagogique, cette résilience socio-économique, comment pouvons-nous y parvenir? Et je pose
que la pédagogie transformationnelle peut être une opportunité pour relever ces défis susmentionnés. En quoi faisant? Principalement en jouant sur 3 axes. La collègue qui va sur Madame Eleonora Mura va venir beaucoup plus en détail sur les principes, exigences, étapes de la pédagogie transformationnelle. Ici, je voudrais juste mettre l'accent sur 3 axes pour pouvoir relever les défis qui sont les nôtres dans cette période-là, durant cette période, mais après cette période de pandémie avec l'extrémisme violent. Le premier axe, c'est le renforcement de l'autonomie des apprenants. Ceux-là doivent apprendre à apprendre. On doit les pousser à l'auto-apprentissage, à la créativité. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, Madame Nora en a parlé, c'est le renforcement de la solidarité et de l'empathie. Pour qu'aucun enseignant, aucun apprenant ne soit oublié, laissé au bord de la route. Et le troisième axe, c'est la promotion du vivre ensemble et de la paix, en paix. Pas simplement durant la période de pandémie, mais après la période de pandémie. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, la stigmatisation des malades du Covid-19 peut conduire à l'extrémisme violent. Mais on se rend compte, avec ces 3 axes-là, que maintenir ces 3 axes, les impulser, revient en fait à gérer le socio-émotionnel. Parce qu'on va, avec cela, développer chez les enseignants des capacités que j'indique dans le diapo suivant. Très rapidement, là, on a un tableau où on a des capacités, 5 capacités qui peuvent aider à la résilience socio-émotionnelle. C'est la maîtrise de soi, la connaissance de soi, la conscience sociale, l'interdépendance et la responsabilité. Et pour chaque capacité, le tableau indique des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui peuvent être développés, disons des thèmes d'apprentissage que le maître aura suivant sa situation ou les besoins de ses enfants, de ses élèves, aura à dérouler en activité. Suivant. J'ai posé que, ou je suppose, ou j'ai admis que la pédagogie transformationnelle était une opportunité pour nous. Comment? Avec quoi s'y prendre? Là, j'ai indiqué quelques supports, instruments de facilitation pour répondre, pour prendre en charge les défis et les attentes que nous avons ciblées précédemment. Le premier support ou instrument, c'est ce que j'appelle la mise en place de net relais solidaires. Je suppose que, et on le dit, l'enseignement à distance, téléenseignement par l'Internet va devenir une exigence, une réalité. Mais il y a des élèves qui n'ont pas accès à Internet. Et donc, il faudrait imaginer un système de maillage où tout le monde aura en définitive accès à Internet. Je prends l'image du web. Il y a les élèves qui sont à la périphérie, qui sont connectés. Mais ceux qui ne sont pas connectés, il faudrait qu'on puisse trouver un pont, une jonction entre le maître, les élèves qui sont connectés et les enfants qui ne sont pas connectés. C'est ça que j'appelle les relais solidaires qui vont pouvoir faire la jonction, comme dans les techniques de suivi d'évaluation des programmes, ce qu'on appelle les arcs fictifs. Il faudrait que ces nets-là c'est un dispositif, on pourra dans les discussions y revenir plus longuement. Le deuxième support ou instrument, c'est qu'il faut qu'on fasse la promotion du je reste en contact avec tous mes camarades de classe. Ce que j'avais dit précédemment, aucun élève ne doit être laissé en rade.
et ce système de maillage-là pourrait y contribuer. Troisième support, rapidement, c'est les émissions de radio communautaire ou radio scolaire. Ça existe un peu partout maintenant, même dans les coins où il n'y a pas Internet, souvent il y a des radios communautaires. Mais on suppose aussi que partout là où il y a école, il y a au moins ou plusieurs parents ou en tout cas amis de l'école qui disposent d'un téléphone portable, d'un téléphone Android ou autre qui peut permettre d'accéder à Internet. Et le quatrième élément, support que je suggère, c'est le cahier souvenir d'une pandémie. Ce cahier pourrait permettre aux élèves de noter leur production, les observations qu'ils auront faites, les réflexions, les échanges, les actions qu'ils auront menées. Et on y reviendra tout à l'heure, qu'ils pourront servir pour alimenter des progressions d'apprentissage. Suivant. Et on en vient au dispositif opérationnel. À partir de ce cahier-là, du contenu de ce cahier, donc, il y aurait échange entre le maître et les apprenants, les enseignants et les apprenants. Et donc, à partir du vécu des élèves, de leurs préoccupations, de leur observation, de leur angoisse ou de leurs difficultés, le maître pourra élaborer une progression hebdomadaire ou mensuelle qui va cibler, en ciblant des disciplines qui peuvent facilement porter les thèmes liés à COVID-19 et à l'extrême violence. Et donc, je disais que cette progression serait élaborée à partir des préoccupations des élèves et exprimée par eux, qu'on peut collecter via WhatsApp ou avec l'appui des nets relais solidaires. À partir donc de là, voilà, vous voyez donc les élèves ont contribué. Le maître va élaborer des plans de travail, des lectures à faire, des enquêtes à mener, des observations personnelles, des évaluations à faire. Et les élèves feront le travail et pourront les soumettre au maître via toujours le même... Donc, il y aurait un va-et-vient entre le maître et les enfants. Vous voyez, les suggestions que j'ai faites là se réfèrent à l'esprit, aux principes, aux exigences de la pédagogie transformationnelle que Madame Eleonora va développer beaucoup plus tout à l'heure. Suivant. Professeur, vous avez 2 minutes pour résumer. Voilà, 2 minutes, je termine avec ce tableau-là. Un tableau où le maître pourra faire sa progression avec les thèmes d'apprentissage, les activités, les modalités, pour cibler les 10 compétences structurantes de la résilience. Suivant. Suivant. Et c'est par là que je vais terminer, c'est les perspectives d'après-Covid-19. Tout le monde est d'accord que le 21e siècle, c'est l'économie du savoir. Mais aussi, il y a la nécessité de vivre ensemble. Ces deux nous imposent d'asseoir et de consolider de nouveaux structurants. Il nous faut explorer d'autres pistes d'enseignement-apprentissage. Et je pense que la pédagogie inversée dont on vient de donner un exemple, adapté, peut aider même ceux qui n'ont pas accès directement au titre. Je vous remercie pour votre attention et reste disponible pour répondre à des questions de manière plus détaillée. Merci bien. Merci beaucoup, professeur Boubacar Niane, donc formateur à la faculté des sciences de l'éducation et de la formation de Dakar, donc faculté de Dakar. Donc, vous avez complété la liste des défis que Nora avait déjà commencé en insistant sur la double peine et les nouveaux repères. Ensuite, vous avez indiqué des pistes et stratégies qui peuvent nous permettre de relever ces défis-là avec les 5 capacités que vous avez citées. Ensuite, vous avez partagé avec nous des supports, n'est-ce pas, qui peuvent faciliter à prendre en charge ces défis-là. Et parmi les supports, nous avons saisi que vous avez mis en exergue un principe sacré à l'UNESCO qui consiste à ne laisser personne en rade, leaving no one behind. Enfin, vous avez parlé des dispositifs avec les 10 compétences de la résilience pour terminer avec des perspectives qui peuvent vous permettre de prendre en charge, n'est-ce pas, tous ces éléments-là. Donc, merci beaucoup, professeur. À présent, je m'en vais donner la parole à Madame Eleonora
de l'organisation Arigato International pour sa présentation. Donc, Eleonora, vous avez la parole. Et je rappelle que les participants peuvent utiliser le chatbot pour poser leurs questions. Merci. Bonjour, Eleonora? Oui. Merci beaucoup. Bonjour, salut. Bonjour tout le monde. Je remercie toutes les personnes qui participent aujourd'hui à ce webinaire. Et je remercie aussi RICBA pour nous avoir invités. C'est un moment très important pour réfléchir à la pédagogie transformationnelle. J'attends que ma présentation va s'afficher. Mais avant tout, ce que je voudrais aussi dire, je pense que le professeur Niane l'a déjà remarqué plusieurs fois, mais maintenant, on voit la nécessité de la pédagogie transformationnelle parce que dans ces moments, les écoles sont fermées, dans certains cas, on n'a pas l'accès aux apprenants et donc on s'est dit l'autonomisation et la responsabilisation des apprenants doivent être centrales dans nos systèmes d'apprentissage. Mais en effet, c'est parce que vraiment, maintenant, on voit la nécessité, comme on est dans les cas d'émergence. Mais ça, l'importance de l'autonomisation et l'importance d'avoir des systèmes d'apprentissage plutôt horizontaux que verticaux, où l'enseignant devient un facilitateur des connaissances et pas seulement un moyen de transmission des connaissances, c'était déjà quelque chose sur laquelle on insistait avant, comme on l'a dit des professeurs, pour bâtir la résilience à l'extrémisme violent, mais aussi pour la citoyenneté mondiale, aussi pour le développement de toutes les compétences nécessaires dans le XXIe siècle. Donc aujourd'hui, on met l'accent sur la pédagogie transformationnelle parce que vraiment, ça peut être un outil qui peut répondre à nos défis, mais on doit penser aussi au-delà des défis de Covid-19 et on doit vraiment avoir ce changement de mentalité quand on pense à l'enseignant vraiment comme un facilitateur des connaissances. J'attends encore, je ne sais pas, je vois que ma présentation n'est pas encore affichée. Oui, allô? Je vois une présentation. C'est affiché, Léonora, pardon. José, c'est bon? Oui, c'est bon, je pense. J'ai posé la question dans le chat. Oui, j'ai posé la question dans le chat et les participants disent qu'ils le voient déjà. Ok, ils le voient déjà parce que moi, je ne le vois pas. Ok, mais je peux commencer. Je voudrais... Ok, je voudrais... Attends, je vais relancer, hein, Léonora, s'il te plaît. Merci, merci, José. Ok, merci. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Avant de commencer à réfléchir sur la pédagogie transformationnelle, moi, je voulais aussi réfléchir à l'invisibilité des enfants pendant la pandémie. Je pense que, comme vous le savez, les mesures de réponse au Covid-19 ont souvent exclu les enfants sans prendre en compte l'impact de la pandémie sur les vies au long terme. On a beaucoup insisté, par exemple, sur la clôture des écoles, sur le manque d'évaluation et comment gérer l'apprentissage à distance. Mais souvent, on a vraiment oublié le bien-être social et psychologique des enfants. Donc, comme on l'a dit, Dr Sanga dans le discours d'introduction, vraiment, on doit prendre conscience des différents impacts que la pandémie a eu sur les enfants. Pas sur le plan sanitaire peut-être, mais vraiment dans les plan socio-émotionnel et dans le plan de l'apprentissage, il y aura des conséquences de long terme et on doit en prendre compte. Prochaine fiche, s'il vous plaît. Aussi, je voulais faire des considérations sur notre contexte. Je pense que face à la pandémie, comme encore on l'a dit tout au début de cet webinaire, notre interdépendance et notre capacité à nous unir pour résoudre ensemble un problème collectif n'a jamais été aussi apparente. Mais donc, dans notre système éducatif, on doit fournir des outils d'apprentissage pour favoriser la solidarité et la collaboration entre les apprenants. Parce que ça, c'est un chemin que nous pouvons bâtir. On ne peut
pas à s'attendre d'avoir des apprenants qui travaillent, qui collaborent, qui ont de l'empathie et de la solidarité avec les autres si on n'introduit pas des outils concrets pour soutenir cet apprentissage. Et aussi aujourd'hui, il est plus évident que l'éducation doit être plus connectée aux réalités et répondre aux besoins des enfants. Professeur Niane vient de le dire, un des outils peut être d'avoir un cahier des souvenirs de Covid et de prendre ces cahiers pour faire des programmes hebdomadaires avec chaque apprenant. Et ça, c'est très important parce que c'est très important pour la motivation de l'apprenant, mais aussi pour avoir un apprentissage qui soit significatif et qui soit lié au contexte et au vécu des apprenants. Moi, la troisième réflexion, on l'a dit déjà avant, mais les enseignants n'ont pas été dotés de compétences et des outils spécifiques pour faire face aux multiples défis liés aux restrictions des mouvements et à la clôture des écoles. Donc, d'un jour à l'autre, on s'attendait que chaque enseignant doit avoir la responsabilité pour l'école à distance, doit avoir la responsabilité pour préparer des plans de travail à transmettre à les familles, mais on n'a pas préparé, on n'avait pas de protocole mis en place. Donc, ça, c'est vraiment les contextes dans lesquels, en tant qu'enseignant, en tant que système scolaire, on va opérer dans le contexte de Covid-19. Prochaine fiche. Donc, comment la pédagogie transformationnelle peut soutenir les besoins d'apprentissage? Je pense qu'on a déjà vu pas mal des éléments, mais surtout, nous, on se focalise sur le fait que la pédagogie transformationnelle favorise un processus d'apprentissage novateur qui responsabilise les apprenants, les engage dans des activités participatives et collaboratives et contribue à renforcer leur sens de la raison d'être, leur appartenance à la communauté et ainsi la résilience. Donc, j'avais vu qu'il y avait une question sur le point de vue des relations entre les apprenants. Donc, l'autonomisation, c'est pas que les apprenants doivent travailler seuls, mais au contraire, l'autonomisation, ça relève aussi de la responsabilité et ça relève aussi d'avoir des modus d'apprentissage, de participation active et de collaboration. Ce qu'on va vous présenter maintenant, il s'agit de 6 éléments qu'on a bâtis ensemble et qui font partie de la pédagogie transformationnelle. Donc, on va les voir l'un après l'autre. Prochaine slide. Aussi, ce que je voulais dire, mais on l'a dit plusieurs fois, c'est vraiment la promotion d'un changement de vision par rapport au rôle de l'enseignant. L'enseignant n'est plus un fournisseur de connaissances, mais plutôt un facilitateur de l'apprentissage. Donc ça, on l'a dit plusieurs fois, c'est vraiment, comme on dit en anglais, un paradigm shift. Il faut vraiment se mettre en question et il faut vraiment imaginer une façon différente de voir l'apprentissage dans une manière plus horizontale. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'apprentissage doit se dérouler de manière interactive. Et quand on parle d'interaction, on ne parle pas de l'interaction seulement entre les apprenants, mais aussi entre l'apprenant et l'enseignant. Collaboratif et significatif. Parce que si on va vraiment trouver des solutions pour le décrochage scolaire, pour la déperdition et surtout pour renforcer la motivation, on doit regarder à des modalités d'apprentissage qui soient significatives pour les apprenants. Prochaine slide. Donc, comme j'ai dit, les premiers éléments de la pédagogie transformationnelle, nous, on a choisi un élément clé qui c'est l'approche contextuelle. Ça relève de la compréhension et de l'intégration du contexte de la réalité sociale des apprenants dans les contenus de l'apprentissage. Donc, pour faire ça, il faut transformer et adapter l'apprentissage en incluant les expériences des apprenants. Donc, par exemple, si on retourne encore sur les cahiers de souvenirs de Covid, on va demander aux élèves quelles étaient votre angoisse, les préoccupations, les craintes. Mais après, on doit trouver une manière pour faire une inclusion, une intégration de tout ça dans notre parcours scolaire, dans notre processus d'apprentissage. Donc, ce n'est pas seulement de faire la question, mais c'est vraiment de comprendre comment je peux maintenant faire de ça je peux inclure tout ça dans l'apprentissage en classe et comment je peux favoriser aussi les
partage avec les autres et les dialogues aussi avec les autres. Prochain. Pour l'approche contextuelle, donc, c'est important aussi de prioriser les compétences comme la pensée critique et l'écoute empathique. Et maintenant, si on pense à notre situation et on réfléchit à toutes les fake news que nos enfants, nos apprenants ont vues, on comprend vraiment pourquoi la pensée critique est tellement fondamentale dans cette approche pédagogique. Parce que vraiment, on va développer des apprenants qui, en autonomie et en responsabilité, auront une pensée critique par rapport à toutes les différentes informations qu'ils vont recevoir. Et aussi l'écoute empathique. Comme on l'a dit, la solidarité. La solidarité, ça sera la solution pour en sortir de ces crises de Covid. Et la solidarité, les points de départ de la solidarité, c'est vraiment l'écoute empathique, se mettre à la place de l'autre pour comprendre quels sont les défis. Parce que, comme on l'a vu, il y a des apprenants qui ont eu tout à fait une expérience, entre guillemets, positive avec les Covid. Ils ont été à la maison, ils ont beaucoup appris, ils ont appris dans une manière différente, mais il y a des apprenants qui ont eu des expériences très, très négatives. Donc, comment mettre en relation les différents types d'apprenants et comment promouvoir l'écoute empathique. Dans l'approche contextuelle, on parle aussi de créer des opportunités de réflexion, surtout pour renforcer la résilience. Donc, surtout pour apprendre à comprendre ce contexte, le défi, les injustices et aussi pour imaginer des solutions. Donc, des moments de réflexion qui sont aussi des moments pour avoir de la créativité et pour laisser contribuer les apprenants aux solutions. Prochain. Prochain. Oui, le deuxième élément qu'on voudrait discuter, c'est l'environnement d'apprentissage sûr. Donc, ça, en effet, c'est fondamental. Soit dans la classe, mais soit aussi maintenant en ligne, quand par exemple on pense aux différents abus, violences, exploitations en ligne qu'on peut avoir, mais aussi quand on pense tout simplement à des différents, comme on l'a vu aussi, les écoles ouvertes. Donc, comment on peut créer des environnements d'apprentissage qui sont sûrs et qui soient des espaces accueillants qui permettent la participation active, inclusive et authentique et l'interaction des apprenants avec les éducateurs. Donc, moi, en tant qu'apprenant, vraiment, je me dois sentir soutenue, je me dois sentir que je peux parler, que je peux partager sans peur. Prochaine. Quand on parle des environnements d'apprentissage sûrs, on parle aussi des environnements qui offrent les conditions nécessaires pour soutenir et encourager les apprenants à être eux-mêmes. Et ça, c'est très important quand on parle de la confiance en soi. Et quand on parle aussi d'apprendre à se connaître, d'apprendre sa raison d'être, de renforcer le sens d'appartenance à la communauté, ça relève des compétences clés pour renforcer la résilience. Donc, vraiment encourager à se connaître eux-mêmes, à partager, à exprimer leurs pensées sans peur, leurs sentiments, les croyances, et aussi à établir des liens entre eux. Prochain. Pour le développement de chaque individu de la société, c'est très important, je souligne ça. Donc, pour chaque individu et de la société dans son ensemble, il est très important d'accueillir l'apprenant dans un environnement sûr où il peut se sentir qu'il est en sécurité, mais aussi où il se sent soutenu. Donc, en effet, quand on parle de cet élément de soutien, on relève de tout ce qu'il y a dit avant. L'apprenant doit sentir qu'il a la possibilité de parler, de contribuer, de participer sans être jugé, et qu'il a la possibilité d'être écouté, soit de l'enseignant, mais aussi des autres. Et ça, c'est aussi très important quand on parle, par exemple, des différentes vulnérabilités, ou si on a dans la classe un apprenant qui a eu une expérience de Covid difficile et qui peut peut-être partager et se sentir soutenu, soit par l'enseignant, soit par les autres enfants. Prochain. Alors, Laura, vous avez 3 minutes pour résumer. OK, donc prochain.
bon, ça, c'est les différents types de sécurité physique, émotionnelle, environnementale, cognitive. Prochain. Le troisième élément, c'est vraiment l'apprentissage participatif et collaboratif. Je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, mais ce qu'il faut vraiment insister, c'est la possibilité d'encourager activement les apprenants à collaborer, créer des occasions de dialoguer et encourager le respect des relations respectueuses. Et comme on l'a vu aussi avec l'exemple des relais solidaires et le maillage, mettre en jonction des apprenants des différentes couches sociales, ça c'est vraiment un exemple pour renforcer l'apprentissage participatif. Et ça, c'est aussi une façon d'encourager le travail d'équipe pour résoudre un problème. Ça, on peut le faire en classe, mais on peut aussi le faire maintenant à distance. On peut le faire avec des élèves qui peut-être sont plus à la périphérie. Et toujours créer des espaces de réflexion et d'intégration de l'apprentissage. Prochain. Je vais aussi insister sur ça, sur la modélisation des rôles, parce que c'est aussi un élément central de la pédagogie transformationnelle pour favoriser les attitudes et les valeurs positives. Mais ce que je voulais remarquer aujourd'hui, c'est surtout que comme on va modéliser les succès, on doit aussi modéliser les échecs et les vulnérabilités. Et surtout maintenant, dans cette période de Covid-19, il est aussi important que les enseignants vont partager comment on fait face à la pandémie, qu'ils partagent avec les apprenants aussi pour renforcer l'interconnexion entre les enseignants et les apprenants. Prochain. La dernière chose, c'est l'approche scolaire systémique. Je pense aussi, on a déjà insisté sur ça, la relation très importante entre l'école, les familles et la communauté. La situation actuelle avec l'émergence du Covid nous a montré que dans certaines écoles, cette relation c'était très faible. Donc, on n'a pas réussi à rejoindre tous les élèves, on n'a pas réussi à avoir l'appui de la communauté pour mettre en place les différentes approches pour l'apprentissage. Prochain. Donc, surtout avoir des relations entre les parents, les dirigeants de la communauté, pour promouvoir cette approche globale, soit maintenant dans la situation de Covid, mais aussi en général pour instaurer la paix et la résilience. L'école ne travaille jamais en isolement, l'école est vraiment intégrée dans la communauté et surtout pour avoir les apprenants, pour voir la contribution de l'apprenant, c'est important que les actions dirigées par les apprenants les rapprochent à les communautés. Ça, c'est vraiment au cœur de la pédagogie transformationnelle. En effet, on veut vraiment promouvoir un savoir-faire pour travailler dans la communauté, pour appartenir à la communauté, pour contribuer avec des solutions, des idées, avec de la créativité à la vie de la communauté. Prochain. Vous voulez bien résumer en 1 minute, Eleonora, s'il vous plaît? Oui, oui. Merci. Donc, ça, on peut passer à ma dernière slide avec les conclusions. Je voulais juste faire des réflexions finales. Donc, vraiment, la clé de la transformation et l'avenir de l'éducation est dans l'autonomisation des apprenants, mais aussi dans un apprentissage qui soit collaboratif et dans la promotion des relations entre les apprenants. Les enseignants peuvent créer des espaces pour que les apprenants réfléchissent aux injustices, aux droits et soient solidaires les uns avec les autres. Donc, soit maintenant, dans le contexte du Covid et dans les différents impacts que le Covid a eu aux différents niveaux et couches sociales, mais aussi en général. Les enseignants peuvent aider les apprenants à contrôler les propres apprentissages et à faire des parcours aussi individualisés d'apprentissage selon les différents talents, selon les différentes passions des apprenants. Et la pédagogie transformationnelle peut être un outil pour soutenir l'autonomisation des apprenants et peut aider les enseignants à rendre l'apprentissage pertinent, significatif et à favoriser la résilience des apprenants à travers la promotion des 10 compétences qu'on avait vues avant, mais surtout donc la pensée critique, l'empathie et la participation active et la collaboration entre l'école et la communauté et le soutien des actions des apprenants et leur participation dans la vie de la communauté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Eleonora. Je m'excuse pour vous avoir mis la pression, mais puisque nous travaillons sur un temps bien déterminé, mais cela n'a rien entaché à la brillance de la présentation. Merci beaucoup pour avoir posé le contexte, n'est-ce pas, et insisté sur le rôle de la pédagogie transformationnelle et surtout sur le changement qui doit s'opérer au niveau des relations verticales et horizontales dans la classe, verticales entre élèves et horizontales entre élèves, et d'avoir partagé aussi les 6 éléments de la pédagogie transformationnelle. À présent, nous allons à la prochaine session qui va consister en une séance de questions-réponses. Madame Catherine de l'UNESCO Dakar va nous faire le plaisir de synthétiser ces questions-là et de les adresser aux différents intervenants. Vous avez la parole. Merci Saliou. Alors, on a pu relever plusieurs questions que j'ai pu regrouper. La première question, je vais l'adresser peut-être à Madame Nora Tahiri. Le participant nous rappelle que la pédagogie centrale transformationnelle est un moyen développé qui permet aux enseignants de concrétiser le rôle qu'il a à jouer dans l'acquisition des connaissances, des compétences, des attitudes, des valeurs pour le vivre en paix. Et que ces facilitateurs de l'apprentissage sont plutôt là pour vraiment faciliter plutôt que transmettre uniquement des connaissances. Alors, dans certains contextes, comment peut-on s'assurer que les étudiants, surtout dans le domaine de la prévention de l'extrémisme violent, sont prêts à adopter eux-mêmes ce type d'apprentissage? سينو هكا تنبقاو دابا بحال ساليت مع هذاك عيط لك ايماجين كون دخلت في هذا ما شنو Vous pourriez mettre vos micros, votre micro. S'il vous plaît, oui. Madame Aïcha Nidiri. Nora, est-ce que vous avez entendu la question? لا حيت Répétez la question, s'il vous plaît. Je répète? ابل Oui, j'ai entendu la question et Il y a interférence, oui. Je vais demander aux participants d'éteindre leur micro, s'il vous plaît. البودجي مع هذاك في الواتساب سي بوغ سا سينو عرفتيني نجاوبكم نقول عاونتي لا ما عزيزي ما نخدمش معاه عاود اجي نقول لك ما درنا لها والو على داكشي تاع لي كيستيون هذاك الفرع صاحبي انت ما باش تصيف. Est-ce qu'on peut éteindre le micro? Je suis à la chasse de ce micro pour l'éteindre, mais je ne parviens pas à le voir. Allez-y, Catherine. Ok, d'accord, donc je reprends. La question du participant, donc il rappelait que la pédagogie transformationnelle, c'était un moyen pour les enseignants de concrétiser leur rôle dans l'acquisition tant des connaissances que des compétences, des attitudes, des valeurs pour le vivre ensemble, en paix. Et donc, les enseignants, dans ce cas, ont plutôt un rôle de facilitateur de l'apprentissage plutôt que de transmetteur des connaissances. Mais le participant se demande comment est-ce qu'il est possible d'assurer que les étudiants en tant que tels, surtout dans un contexte de prévention de l'extrémisme violent, sont prêts eux-mêmes à adopter ce type d'apprentissage. Madame Tahiri, je vous donne la parole. Oui, donc l'intervenant veut savoir comment, justement, est-ce que j'ai bien compris la question, comment on peut apprendre seul et acquérir aussi des compétences et des valeurs. Ça. Plutôt dans le sens de, c'est aussi une nouvelle pédagogie, de nouveaux modèles d'apprentissage pour les étudiants. Est-ce qu'eux-mêmes sont prêts à adopter ce nouveau type d'apprentissage? Oui, sur le plan cognitif et émotionnel. Voilà. Oui, justement, c'est pour ça qu'on a dit que c'est un réel défi. Maintenant, le défi, justement, les apprenants ne sont pas habitués à apprendre seuls. Et là, il faudra qu'ils arrivent à acquérir justement non seulement les connaissances, parce que les connaissances, l'enseignant ne joue pas, ce n'est pas juste quelqu'un qui transmet un savoir, c'est quelqu'un qui essaie de développer des savoir-faire et qui inculque des valeurs. Et maintenant, il faudra travailler justement pour trouver d'autres moyens, enseigner autrement. C'est pour ça qu'on a, dans ma présentation, j'ai dit qu'un des défis, c'est de trouver d'autres façons d'enseigner. D'enseigner, pas seulement transmettre un savoir, mais aussi, et le challenge ici, le défi le plus important, c'est d'autonomiser les apprenants. Mais quand on dit que les apprenants doivent apprendre tout seuls, c'est pas
qui doivent eux-mêmes apprendre, mais c'est juste pour essayer de prendre des décisions quant à leur apprentissage et devenir autonomes et responsables de leur choix dans leur apprentissage. Mais il reste justement que le rôle de l'enseignant est fondamental, bien sûr, et c'est ce qui va manquer dans ce nouveau genre, ces nouvelles pratiques éducatives qui sont l'apprentissage à distance. Donc, oui, c'est un réel défi pour l'enseignant que de transmettre un savoir, de développer des compétences et de transmettre des savoir-faire aussi. Je pense que c'est un réel défi auquel les enseignants doivent faire face avec l'apprentissage à distance. Catherine, si je peux juste intervenir, j'aimerais aussi dire que le rôle des facilitateurs, c'est très important, surtout pour ce qui concerne la motivation. Donc, pour s'assurer que les apprenants, que les étudiants soient motivés, vraiment, l'enseignant, en tant que facilitateur, doit trouver des situations qui soient très motivantes. Donc, par exemple, partir du contexte, partir du vécu des apprenants. Donc, si on parle des expériences des apprenants, ça c'est très motivant pour eux parce que ça signifie beaucoup pour eux. Ça vraiment parle de partage. Donc, c'est toujours, l'apprenant a toujours un rôle très actif, mais la facilitation de l'enseignant, c'est très important. Donc, c'est un accompagnement très, très concret. L'enseignant est toujours disponible à partager des ressources, à partager des lectures, des programmes, à faire des programmes individualisés. Donc, vraiment, il y a une grosse différence entre apprendre à apprendre seul et autonomisation de l'apprentissage. C'est différent vraiment. Avec l'autonomisation et la responsabilisation de l'apprentissage, on joue sur la motivation, on joue sur la collaboration, on joue sur l'interactivité de l'apprentissage. Donc, on parle d'apprentissage horizontal, mais ce n'est pas un apprentissage isolé, ce n'est pas apprendre toute seule à des choses et des tests. C'est vraiment participer, c'est plutôt vraiment participer et la co-création de l'apprentissage entre l'apprenant et l'enseignant. Je voudrais aussi ajouter qu'il y a une solution aussi. Il faudra diriger l'apprentissage vers l'enseignant doit enseigner par des situations problèmes. Donc, c'est là où on mettra l'apprenant dans une réelle situation de vie où il va devoir trouver des solutions, mais aussi en faire sortir des valeurs. Et quand il se sent impliqué dans une situation problème où il doit trouver des solutions. Merci beaucoup, Nora. Peut-être que là, je vais taquiner le professeur de sociologie, M. Nian, parce qu'il y a une question spécifique autour de ça aussi. Il demande comment concilier l'autonomisation et la socialisation. Donc, si, professeur, vous avez des éléments de réaction par rapport à ça. Bon, c'est un vieux débat entre conscience individuelle et conscience collective, mais je pense que c'est les faces de la même pièce de monnaie. On ne peut pas vivre de manière autonome, individuelle, indépendante sans être inséré dans une collectivité. Donc, ça dépend. Il y a des moments où on va mettre l'accent sur le collectif, d'autres moments où on va actualiser plutôt l'individuel, l'autonomisation. Mais je pense que il y a des interactions, on ne peut pas les dissocier, on ne peut pas dissocier. C'est un couple qui unit pour le pire, comment on dit ça, pour le meilleur et pour voilà, pour le meilleur et pour le pire. On ne peut pas les dissocier. Voilà. Donc, il s'agit de trouver juste un équilibre entre les deux. Voilà, Catherine, excusez-moi. Oui, merci. Il n'y a pas de problème. Alors, une autre question aussi très intéressante, c'est peut-être que j'adresserai à Eleonora.
Comment est-ce qu'à distance, on peut faire en sorte qu'un élève ou un apprenant acquiert une compétence ou une habilité, mais qui est plutôt de nature psychomotrice? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Oui, merci. Je voudrais aussi me connaître avec ce que le professeur Niane avait dit dans son exposé, quand on parle de faire des programmes, de donner des idées. Par exemple, dans ce cas, si on parle des élèves jeunes, donner des idées aux parents, par exemple, pour des activités, des sports qu'on peut faire aussi à la maison. Donc, on peut penser vraiment à des activités de psychomotricité qui sont faisables aussi à la maison avec l'aide des parents. Et ça serait aussi une invitation aux parents de se rejoindre avec les apprenants en faisant toutes les activités. Donc, on peut faire des équilibrismes à la maison, ça. Et sont des activités aussi avec des matériels très, très simples. Donc, il ne faut pas penser qu'on doit avoir une gym pour faire la psychomotricité. Et donc, dans ces cas, l'enseignant facilite parce qu'il donne des matériaux, des instruments. On peut penser de distribuer dans chaque maison, par exemple, des fiches avec des exercices. Ça peut être des choses aussi si faciles. Tout ça qui invite à faire de la psychomotricité à la maison ou dans le cas où on peut sortir dehors, juste un peu dehors, avec la marche, vraiment pour s'épanouir physiquement aussi. Et je voulais aussi taquiner l'autre question qui mettait en relation la pédagogie transformationnelle et les matières plutôt techniques. Donc, je pense par exemple à la mathématique, à la physique ou des matières comme ça. Et je voudrais souligner qu'il y a toujours des défis éthiques dans chaque matière. Parce que par exemple, quand on parle d'histoire, quand on parle de l'histoire de la physique ou de l'histoire de la mathématique, de l'histoire de la chimie, il y a toujours des défis éthiques si on parle de la biologie. Et donc, c'est vraiment en mettant l'accent sur ces défis éthiques, des relations entre les personnes, comment les personnes ont réagi, qu'on peut toujours introduire des éléments de la pédagogie transformationnelle, des éléments de la pensée critique. Donc, ça relève vraiment de la créativité de chaque enseignant, de changer la mentalité et de voir, donc, pas seulement de faire l'exposé tout en pensant aux éléments techniques de cette matière, mais vraiment aussi on peut voir des autres défis qui sont autour de la matière et qui peuvent aider les apprenants dans la pensée critique et qui peuvent aider aussi les apprenants à mettre en relation cette matière technique avec leur vie, avec l'usage que ces matières ont dans leur vie. Donc, par exemple, si on parle de la chimie, on parle de la pharmacie et maintenant on peut penser aux défis liés au vaccin pour le Covid-19. Donc, on peut toujours mettre en relation avec notre vécu, même s'il s'agit de matières techniques. Catherine, je voudrais aussi ajouter une remarque par rapport à ça, parce que bon, il y a une approche dans l'enseignement des langues qu'on appelle Total Physical Response, où on peut enseigner une langue justement en donnant des instructions et où l'apprenant va réagir physiquement. Et c'est pratiquement la méthode qui est utilisée chez les tout petits pour apprendre une langue déjà naturellement. Donc, on peut dire par exemple lève la main et l'élève lève la main, bouge le pied. Donc, c'est une approche qui est utilisée pour l'apprentissage des langues qui peut s'avérer au fait ici efficace pour ce que vous avez relevé comme remarque, développer la psychomotricité des apprenants. Donc, on peut imaginer des activités. Allez-y, quelques secondes. Des activités spécifiques pour l'apprentissage des langues. Donc, pour les autres matières, je peux pas m'engager. Voilà, Catherine. Oui, merci Ciel-Liu. Combien de minutes nous reste-t-il? Bon, on peut prendre 1 minute avant de donner la parole à la directrice pour son mot de la fin. D'accord, ok. Donc les questions qui restent éventuellement sans réponse, je pense qu'on pourra probablement les fournir par une autre voie. Je voudrais inviter le professeur Niane à revenir sur la proposition, l'initiative qu'il a mentionnée, le net relais
Est-ce que vous pourriez en dire plus et surtout en quoi est-ce que ça va permettre d'atteindre des enfants ou des élèves qui n'ont pas accès aux technologies, Internet, etc. Professeur Niane? Oui, merci. Très rapidement, il y a 5 éléments. Le premier, il faut avoir une cartographie de la classe. Ceux qui ont accès à Internet, à WhatsApp, bon, donc ça, et ceux qui n'en ont pas. Deuxième étape, deuxième élément, on suppose que là où il y a école, il y a au moins quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont des téléphones portables qui peuvent accéder à Internet, même si ce n'est pas des parents d'élèves. Le principe 3, c'est que la chaîne d'enseignement, le processus d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage ou de facilitation entre le maître et les élèves ne doit pas être interrompu. Donc, quand il y a un élève qui n'a pas accès, il faut trouver un arc, un pont qui le relie. Et l'organisation, il y aura une triangulation. Maître, apprenant connecté, apprenant non connecté. Et les côtés du triangle, il y a un côté, ce sera direct par Internet ou WhatsApp. Et les autres, c'est via les nets relais. Qui peut être relais? C'est un parent, un ami de l'école, quelqu'un qui veut de la communauté ou des ONG ou peu importe, des gens qui peuvent contribuer à ce que la chaîne de transmission de savoir puisse fonctionner. Mais de tout cela, je pourrais parler plus en détail dans le texte qui vous sera remis. On pourra détailler pour ceux qui veulent et pouvoir continuer à la discussion. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Voilà, merci beaucoup, Catherine, pour avoir bien géré cette session-là. Et je pense que les éléments dont on a parlé et qui feront l'objet de présentation, le seront vraiment très prochainement à travers les mails que nous vous demandons de laisser dans le chatbot. Ceux qui peuvent laisser leur email adresse dans le chatbot sont priés de le faire, pour qu'on puisse partager tous les éléments de ce webinaire. À présent, je m'en vais donner la parole à la directrice de IGBA, Madame Yumiko, pour dire le mot de la fin. Donc, Yumiko, vous avez la parole. Merci beaucoup, Salut, mais c'est normalement toi qui vas faire la conclusion. Je vais juste répéter le maximum pour toute la présentateur et toute la participante pour le discours excellent et un bon conversation, très informatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yumiko. Je pense que ce que vous venez de dire peut servir vraiment de conclusion. Juste ajouter les remerciements à tous les participants, aussi bien au directeur de Dakar, de l'UNESCO à Dakar, M. Dimitri, pour avoir bien voulu nous faire l'honneur de présenter le discours inaugural, que les 3 participants, Mme Nora, Mme Eleonora et M. Niane, et remercier tous les participants pour vraiment les questions pertinentes qu'ils ont eu à poser et les éléments d'échange qu'ils ont eu à poster dans le chat. Donc, je vous remercie et voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, Salou. Merci, Salou, depuis le Niger. Merci, Alima. Merci beaucoup. Merci de vous avoir joint à nous. Merci, au revoir. Salut, merci beaucoup. Merci, Salut. Merci, Tidiane. Merci beaucoup. Merci, Tidiane. Merci, Tidiane. Merci, Tidiane. Merci. Merci, salut. Merci de vous avoir joint à nous. Salut, merci. Merci, mes amis. Merci, directrice. Directrice, merci. Aline Badara, merci beaucoup. Merci, salut. Merci, merci. Amadou Hakim. À bientôt. Hakim, merci beaucoup. Merci beaucoup.